Je suis actuellement le dessinateur de la série Les Trois Fantômes de Tesla aux éditions du Lombard avec Richard Marazano au scénario. Et avant cela, j'ai tout un premier parcours de dessinateur dans le dessin d'humour jeunesse, enfin des séries tout public, dans l'esprit des séries du journal de Spirou que je lisais depuis tout gamin. Et moi, c'est ce qui a déclenché ma vocation au départ. Au départ, je voulais être dessinateur chez Spirou. Comme mes idoles, Franquin, Peyo, c'était ça qui me faisait rêver. Donc, toute ma première partie de carrière, j'ai eu la chance d'être engagé chez Spirou très jeune, à 17 ans, où je suis rentré par la petite porte. J'ai commencé en illustrant des sommaires, en faisant des petits strips, des illustrations d'articles. Ensuite, on m'a confié une première série de strips. Ensuite, si ces strips étaient suffisamment convaincants, on avait le droit de faire des demi-pages. Si les demi-pages étaient convaincantes, on avait la chance de pouvoir faire une page. Donc j'ai gravi un petit peu les échelons au fur et à mesure, comme ça, dans le journal de Spirou. J'ai eu ma première série qui était avec François Gilson au scénario, ça s'appelait La Tribu des Épithètes, il n'y a pas eu d'album derrière. Ensuite, j'ai aussi travaillé un petit peu pour Disney Hachette Presse, où je faisais les personnages Disney. J'ai beaucoup travaillé pour la presse aussi, Télé 7 Jeux, tout ça, des enquêtes policières en BD. Donc j'avais une première partie de parcours où j'ai fait beaucoup de travaux, mais qui n'ont jamais été repris en album par la suite. C'est-à-dire que c'était des travaux exclusivement destinés à la presse. Mes premiers albums, c'est sur le tard. C'est Space Mounties en 2001, aux éditions du Lombard, avec Pierre Weiss au scénario. Après Space Mounties, il y a eu Zarla chez Dupuis, 5 tomes. Et maintenant, Les Trois Fantômes de Tesla. Ça faisait un moment que j'avais envie de me frotter à un autre registre. L'humour, ça continuait à me plaire, mais j'avais aussi, avec l'âge, d'autres envies narratives. Et pas simplement de changement de style, parce que ça aussi, j'étais un petit peu lassé de mon style, pour tout dire, et j'avais envie de voir quelque chose d'autre naître sous mon crayon à ce moment-là. Une forme de crise de la quarantaine au niveau dessin, j'imagine, quelque chose comme ça. J'avais envie j'en avais marre de voir la même chose encore et encore au fil des jours naître sur ma table. Et j'avais envie de me surprendre moi-même, de découvrir autre chose sous mon crayon. Donc j'avais besoin que ça bouge à ce moment. Et Richard, avec qui je suis ami depuis que je me suis installé à Angoulême en 92, lui il était étudiant à l'école des Beaux-Arts, moi j'étais jeune dessinateur tout fraîchement embauché chez Spirou. On s'est connus à ce moment-là. On a travaillé en atelier quelques années ensemble. Et lui, il était au courant depuis un moment que j'avais envie de me lancer dans des récits un petit peu plus adultes, entre guillemets. Et il a été d'accord pour amorcer ce changement de style avec moi, parce que moi j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans cette démarche, parce que de nature je suis pas très confiant en moi et j'étais pas sûr du résultat. Je savais pas si j'allais arriver à changer de style de manière convaincante. Donc il fallait quelqu'un qui soit aussi prêt à ce que ça débouche sur un échec. Et alors il m'a accompagné, il m'a encouragé, ça a été assez stimulant, donc j'avais envie et de me surprendre moi et de le surprendre lui. Et donc on est arrivé au bout de quelques essais à ce style un petit peu qui fait référence à une autre branche de dessin que j'aimais beaucoup, qui est celle des auteurs de comics des années 40-50, Milton Caniff, Will Eisner, Alex Toth. Voilà, c'est les trois qui m'ont imprégné de manière profonde, quoi. Enfin, j'avais pas envie de dessiner comme eux à l'époque de mes débuts, parce que je savais très bien que techniquement il y avait un tel niveau derrière que je pouvais pas prétendre à ça à mes débuts. Mais ils ont imprégné ma rétine, quoi, ma sensibilité artistique. Et naturellement, quand j'ai essayé de faire du semi-réalisme, c'est vers cette branche-là que mon dessin a eu tendance naturellement à tendre. Parce que c'est vrai que quelqu'un comme Caniff, il a révolutionné l'ancrage de bande dessinée à son époque. Il a même influencé la branche réaliste européenne, quoi. Je veux dire, quelqu'un comme J.G. n'a plus dessiné de la même manière à partir du moment où il a découvert Milton Caniff. Parce que Caniff, il a vraiment, c'est lui qui a mis au point ce système de détachement de plan en damier, on peut dire. Des éléments quasi noirs sur fond blanc, ou des éléments blancs sur fond noir. Voilà, c'est lui qui a vraiment perfectionné cette technique-là d'ancrage au pinceau avec des forts aplats bien tranchés.
Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est ressorti de manière naturelle dans mon dessin quand j'ai essayé de faire quelque chose de plus semi-réaliste. Alors oui, ça demande de l'énergie, mais c'était stimulant aussi, parce que ouais, je voyais qu'il y avait du résultat, quoi. Je voyais que mon dessin prenait une autre dimension, d'oser mettre du noir, d'oser mettre de la matière, et surtout, je me suis essayé à cette technique au pinceau sec qui me permettait d'intégrer un élément que je ne pouvais pas mettre quand je faisais de l'humour, c'est la lumière. Et la lumière, c'est un élément narratif qui, quand on arrive à le maîtriser et à en jouer, apporte une dimension vraiment supplémentaire au dessin. Et je voyais bien que mon style prenait une autre dimension à ce moment-là. Donc ouais, c'est du travail et en même temps on est content parce que ça débouche sur quelque chose qui nous surprend vraiment, sur du concret, quoi. Eh ben non, justement, parce que moi depuis 4 ans, je me suis mis à la palette graphique. Donc l'encre de Chine, c'est fini pour moi. C'est de l'encre virtuelle. Bah oui, parce que j'avoue que là, moi je savais, on m'attendait pas dans ce registre-là, et je savais pas à quelle sauce j'allais être mangé, quoi. Donc j'avoue que quand le premier tome est sorti, je la menais pas large, quoi. Quand les premiers papiers qui parlaient du bouquin ont commencé à tomber, j'avais une certaine appréhension à les lire parce que si l'accueil avait été négatif, ça aurait été terrible pour moi à ce moment-là. Ça aurait été un aveu d'échec. Et il se trouve que c'est l'inverse qui s'est produit. Les papiers ont été extrêmement positifs, tout le monde a eu l'air ravi de me découvrir dans ce style-là. Et non seulement ma partie à moi, mais j'ai l'impression que l'album en général a été super bien accueilli, majoritairement. Il y a toujours des avis un petit peu mitigés aussi, hein. Mais majoritairement, en grande majorité, l'accueil de cet album a été très bon. Donc ça m'a au contraire rassuré sur mes capacités à me lancer dans ce registre-là. Et c'est une forme de récompense du travail fourni. Et j'étais content aussi, et pour Richard et pour Le Lombard, qui a été aussi un éditeur qui a accepté aussi de me suivre dans cette démarche de changement de style aussi. Le Lombard a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Ils ont accepté de m'accompagner en sachant très bien que c'était mon premier essai de ce type-là. Qui aurait peut-être des moments où ça serait pas forcément au point, qu'il y a des pages qu'il faudrait peut-être que je reprenne parce que mon style va dans une direction que finalement je trouve pas adéquate, donc il faut que je reprenne. Donc le Lombard a accepté tout ça et j'étais très content de l'accueil de l'album pour que ce travail qu'on a fait tous ensemble débouche sur quelque chose de positif, quoi. C'est vrai que c'était pour s'atteler au sujet Tesla, il fallait bien sûr quelqu'un qui ait quelques notions scientifiques. Et il se trouve que Richard, en plus, ironie du sort, il a fait des études à l'université d'Orsay de physique et d'astrophysique. Et il se trouve qu'il a fait un devoir de fin d'études sur les inventions de Nikola Tesla. Donc c'était un personnage qu'il connaissait déjà sur le bout des doigts. Et moi, ce qui m'a intéressé chez Tesla, c'est pas tant ses découvertes scientifiques concrètes, c'est vraiment le destin shakespearien du personnage, quoi. C'est quelqu'un qui a une forme de reconnaissance du milieu scientifique au sommet de sa gloire unanime. Il a été un des collaborateurs principaux d'Edison. Il a mis au point des inventions qui sont encore fonctionnelles. Les bobines Tesla, tout ça, c'est encore présent de nos jours. Nous, on connaît des chercheurs au CNRS qui font des recherches sur le magnétisme, qui nous disent qu'ils arrivent à un niveau là où ils sont, pour faire avancer leur recherche, ils sont obligés d'acheter certaines inventions qui sont brevetées Tesla et qui n'arrivent à être effectives dans la recherche actuelle que maintenant, parce qu'avant ils n'avaient pas les outils pour exploiter ces choses-là. Donc on voit à quel point Tesla était un précurseur quand même. Et à un moment, bon, sa vision pour lui, il voulait que la science profite à l'humanité tout entière, que ses inventions profitent à l'humanité tout entière et qu'elles soient accessibles à des sommes les plus modiques possibles. Ce qui rentrait en contradiction avec le système qui finançait la science, les JP Morgan et compagnie, dans ces années-là. Et c'est à partir de ce moment-là
que ce milieu scientifique et de leurs financiers lui ont fait une guerre de réputation qu'il a déchu de son titre de grand physicien pour le reléguer au titre de savant fou. On lui a fait une réputation. Dès qu'on parlait de Tesla à la fin de sa vie, ça faisait pouffer tout le monde. Il passait pour un savant fou et il est mort oublié de tous dans une chambre d'hôtel, tout seul. Voilà. Donc c'est ce destin-là que j'ai eu envie d'exploiter à travers cette histoire. Et Tesla, c'est aussi un personnage qui a donné lieu à plein de fantasmes. Il y a plein de gens qui s'imaginent qu'il a mis au point des inventions que le gouvernement nous cache, tellement c'était dangereux et qui se le gardent pour eux. Donc voilà, on voulait aussi faire un récit de fiction pour pouvoir exploiter ce côté-là aussi du personnage, tout ce qui est lié à fantasmes scientifiques qui seraient encore cachés. Voilà. Dans l'immédiat, non. J'avoue que là, pour l'instant, je m'épanouis là, dans ce registre-là. Donc j'ai plutôt envie de continuer dans les années à venir sur ce style-là. Après, je n'exclus rien. Mais si dans un avenir proche, j'ai de nouveau envie de m'atteler à une série jeunesse humoristique, je le ferai sans problème. Mais pour l'instant, je ne ressens pas encore cette envie. Mon envie est plutôt de continuer dans cette veine-là. Non, parce que je suis assez exclusif dans mon énergie et mon enthousiasme. Donc je ne pourrais pas développer la même présence sur deux projets en même temps. Ça serait l'un ou l'autre. Donc mes projets, c'est l'un après l'autre. Faire deux choses en même temps, c'est quelque chose qu'en tant que dessinateur, je suis incapable de faire. Je vis chichement, mais oui, je fais que ça. Ouais. Dans la veine humoristique, ouais, c'est tout ce qui est Hergé, Franquin, Uderzo, Peyo, voilà, tout. L'école de Marcinelle plus l'école Ligne Claire, on va dire. Alors, Jacobs y compris, Jacobs dont je pense que l'esprit plane aussi au-dessus des Trois fantômes de Tesla, quoi. C'est un auteur qui nous a marqué, Richard et moi, quand on était gamins tous les deux. Et c'est vrai que bon, dans cet univers rétro-SF, quand Richard et moi on parle de l'esthétisme général de l'album, Jacob, c'est quelqu'un qui revient très souvent dans nos discussions. Non, parce que moi j'ai publié un petit peu avant Christophe, 2 ans je crois avant, dans Spirou, et je commençais déjà à signer Guillaume tout court. Tout simplement parce que moi, Beck, je trouvais pas que ça sonnait très bien pour un nom d'auteur. Bon, Christophe, de notre avis, il a bien fait. Mais voilà, non, il n'y a pas de plan de carrière derrière, quoi que ce soit. On parle, on a des références communes, même si lui, dès le départ, était très orienté bande dessinée réaliste. Et moi, très longtemps, je suis resté sur la bande dessinée humoristique. Mais oui, on a plein d'auteurs dont on voue une admiration tous les deux. Ouais. Puis on a ce passé de lecteur des journaux Tintin et Spirou. Lui était abonné à Spirou, moi à Tintin à l'époque, on se les échangeait. On a commencé tous les deux à faire de la bande dessinée très jeune. Dès qu'on a su tenir un crayon, on faisait non seulement du dessin, mais des bandes dessinées. Ce qui nous passionnait, c'était de raconter des histoires avec des images, quoi. C'était la combinaison des deux qui très tôt nous a passionnés. Et ça a été un moteur indispensable pour moi pendant des années, quoi. Je pense que c'est parce qu'on était 2 frères dessinateurs à ce moment-là que moi, en tout cas, je peux pas parler pour lui, mais que moi, j'ai pas lâché le dessin à l'âge où, en général, on se découvre d'autres centres d'intérêt, qu'on a plutôt envie d'aller traîner avec les copains plutôt que de s'enfermer chez soi à dessiner. Parce qu'il y avait cette émulation entre nous deux, on a continué. Et je pense que c'est parce qu'on a continué parce qu'on est tous les deux. Enfin, moi, je suis complètement autodidacte. Il a fait un petit passage par l'école de bande dessinée d'Angoulême, donc on ne peut pas dire qu'il soit autodidacte, mais avant de passer à Angoulême, on a des années de pratique en autodidacte. Et je pense que c'est cette pratique-là qui nous a permis tous les deux de devenir professionnels assez jeunes, quoi. Voilà, donc on a eu des premières années où on était très très complices, ouais. Oh là, la question piège, je sais pas trop quoi répondre. Un petit peu tout le monde, quoi. J'ai envie de piocher chez Franquin pour savoir comment on peut arriver à un tel niveau de dessin et de sens du mouvement et de sens enfin, une telle énergie dans son dessin, quoi.
Enfin, qu'est-ce qu'il a en plus dans son cerveau que moi? Pourquoi moi j'y suis jamais arrivé, par exemple? J'aimerais comprendre ça. J'aimerais être dans le cerveau, pareil, je peux en citer plein, dans le cerveau de Peyo pour savoir comment... Parce que Peyo, c'est quelqu'un qui avait des moyens assez limités, quoi, et qui a fait avec, qui a développé quelque chose de vraiment génial avec le peu de moyens dont il disposait au départ. Et j'aimerais savoir quelle est la réflexion personnelle qu'il a eue pour mettre au point quelque chose de si efficace avec le peu de moyens dont il disposait au début. Voilà, j'aimerais comprendre tout ça. Donc j'aimerais être un petit peu dans la tête de tous ces gens-là, mais chez chacun pour piocher quelque chose en particulier, pas chez une personne qui serait mon idole absolue, non. J'ai plein de références, c'est tellement varié que je ne peux pas faire de choix. Voilà.